Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le journal africain, le sommaire. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donc donné son autorisation, le feu vert de son pays, pour que l'armée ougandaise participe et traque les rebelles des ADF, responsables de nombreux massacres dans le Nord Kivu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc donné le feu vert pour que ces derniers puissent poursuivre ces terroristes des AFD jusqu'à l'intérieur du territoire congolais. L'annonce a fait l'effet d'une bombe du côté de la République démocratique du Congo. Toujours au long de cette édition du journal africain, on ira bien sûr au Tchad avec cette information qui n'a cessé de faire bouger le Tchad et l'Afrique centrale tout entière. En ce qui concerne l'avancement de la réconciliation nationale, le gouvernement tchadien a donc annoncé l'amnistie générale des rebelles emprisonnés ou en exil du côté du Tchad, une nouvelle qui va sans doute ravir les partisans de cette grande réconciliation annoncée par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Toujours au long de cette édition du journal africain, on ira en Éthiopie où les troupes éthiopiennes conduites par le Premier ministre Abiy Ahmed semblent avoir freiné l'avancée des rebelles en direction de la capitale éthiopienne. La riposte a donc été organisée et elle semble freiner donc l'avancée des rebelles dans ce qui concerne le conflit du côté du Tigré. Toujours dans cette édition, on ira du côté de la Libye, une fois encore, avec une nouvelle société française impliquée dans un autre scandale, cette fois-ci une entreprise française accusée d'avoir vendu un système de surveillance au général Haftar. L'homme fort de l'Est libyen a donc bénéficié des services d'une société française en ce qui concerne l'espionnage, des communications et des positions des adversaires. Nous parlons donc de toutes ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du journal africain. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette nouvelle édition du journal africain, la première sortie de la semaine. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. L'édition de ce soir, nous la débuterons par la République démocratique du Congo. Il y a quelques heures seulement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc annoncé que l'armée ougandaise pouvait désormais entrer dans le territoire congolais pour traquer les rebelles des ADF, responsables de nombre de milliers de morts dans le Nord Kivu, du côté de la République démocratique du Congo. Les détails de cette communication, c'est dans ce reportage que signe Christelle Wanji. La décision du chef de l'État congolais a été prise vendredi dernier, mais l'information a été confirmée samedi par une source onusienne. Selon cette source, les Nations Unies ont été informées de la volonté de Félix Tshisekedi de laisser l'UPDF, l'armée ougandaise, entrer sur les territoires du Nord Kivu et de l'Ituri. D'après les informations, cette intervention prendrait la forme d'une opération conjointe avec les forces armées congolaises. Le premier objectif est de combattre le groupe armé des ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe qui multiplie les attaques contre les civils et les forces congolaises ces dernières années. Le 16 novembre dernier, les autorités ougandaises ont également accusé les ADF d'être à l'origine de 2 attentats à Kampala. C'est cet événement qui a permis à Yoweri Museveni d'accentuer la pression sur son homologue. Cela fait des années que le président ougandais tente d'obtenir l'aval de Félix Tshisekedi pour cette opération, car il existe également des enjeux économiques. En mai dernier, un consortium ougandais s'est vu attribuer la construction de plusieurs routes reliant les deux pays. Il s'agirait donc également de protéger les travaux. Pour l'heure, le gouvernement congolais n'a pas répondu à certaines sollicitations, mais le président de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Moubonzi, a confirmé avoir été informé de la décision présidentielle. Il affirme cependant que la mise en application de la décision doit être étudiée, notamment au Parlement. Même tonalité du côté des Nations Unies, qui explique que la MONUSCO
a été informé pour se coordonner avec les forces présentes sur le terrain. La présence ougandaise en RDC est un sujet sensible, notamment pour les habitants de l'Est du pays. Les multiples conflits de ces dernières années ont régulièrement impliqué les puissances voisines et les violences ont laissé des traces dans les esprits. On quitte la République démocratique du Congo pour prendre la direction du Tchad à présent, où à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement tchadien a donc annoncé ce lundi 29 novembre 2021 une amnistie générale des rebelles emprisonnés ou en exil. Ce jour, l'annonce a été faite en direct dans le journal de la télévision tchadienne par le porte-parole du gouvernement. L'amnistie concerne tous les condamnés pour atteinte à l'intégrité de l'État et aussi des faits relatifs à la liberté d'opinion. Cette amnistie concernait 39 personnes. Le ministre a également annoncé une amnistie générale pour tous les condamnés pour actes de terrorisme, de complicité de terrorisme et enrôlement de mineurs dans les groupes armés. Cette fois, cette décision concernait, selon les autorités, plus de 250 Tchadiens condamnés par la Cour criminelle de N'Djamena, siégeant exceptionnellement à la prison de Korotoro le 22 août 2019. C'est un signe d'ouverture de la part des autorités puisque l'amnistie était l'une des revendications des responsables des groupes politico-militaires pour leur participation à un dialogue national dont la date n'a pas encore été fixée. Cette revendication avait été faite lors des consultations qui se sont déroulées entre responsables de groupes rebelles et les membres du comité technique spécial dirigé par le président, l'ancien président Goukouni Ouedaï. Ces consultations avaient eu lieu au Qatar, en France, mais également en Égypte. Nous sommes en direct de N'Djamena avec vous, Amat Haroun Lari, pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. Eh bien, on peut donc dire une fois pour toutes que le gouvernement, sous le haut patronage du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est décidé à parfaire la réconciliation du côté du Tchad. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous constatons aujourd'hui la volonté manifeste du gouvernement et plus particulièrement du chef de l'État, le président Midi, qui a accepté toutes les revendications des groupes armés. Et parmi les revendications phares, ils ont revendiqué l'amnistie générale. Cette amnistie est aujourd'hui accueillie par la plupart des Tchadiens parce que les Tchadiens ont dit pendant 60 ans, il y a eu des meurtres, des tueries. On n'a eu jamais cette amnistie. Et aujourd'hui, ces groupes armés qui se retrouvent en Libye, en République centrafricaine ou partout à travers le monde, vous savez qu'aujourd'hui, le Tchad est devenu pourvoyeur des mercenaires, des terroristes et autres. Et donc, cette amnistie permet aux Tchadiens d'enterrer leur âge de guerre et de revenir au dialogue. Ce qui s'est passé à Paris, à Doha, au Qatar, mais aussi en Égypte. Donc aujourd'hui, ces groupes armés, le président les a tendu les mains, comme il a tendu les mains aux acteurs sociopolitiques à l'intérieur, comme c'est de l'extérieur. Le président Goukouni, avec son comité, ils ont fait le travail comme il le doit, parce qu'ils étaient les premiers acteurs de toutes les crises du Tchad, mais aussi ils ont accepté d'aider les jeunes aujourd'hui, d'aider la nation à se retrouver dans le concert des nations, d'aider la nation à oublier ce qui s'est passé et reconstruire un Tchad nouveau. Et ce qui a conduit le président Mamad à accepter, à amnistier tous les groupes, tous les Tchadiens qui ont pris les armes à un moment donné, qui ont trahi le pays, qui ont accepté d'être dans les mercenariats, tout simplement pour revenir aux tables de négociation. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, cette main tendue permet à tous ceux qui ont pris les armes contre le maréchal du Tchad à un moment donné qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau Tchad qui appelle tous ses fils pour revenir à une réconciliation digne de son nom. Eh bien, Amat Haroun Lari, en ce qui concerne justement cette amnistie, on a besoin de quelques précisions quand même. Est-ce qu'elle sera effective également pour les rebelles du FACT, qui, faut-il le rappeler, étaient à l'origine de la mort du maréchal Idriss Déby Itno? Oui, ça concerne aussi les rebelles du FACT parce que le ministre de la Justice a bien expliqué. Ça concerne l'acte de terrorisme, ça concerne aussi les mercenariats, ça concerne aussi la trahison, tout ce qui concerne, et en particulier, cette amnistie, c'est pour les rebelles du FACT. Le gouvernement aujourd'hui n'exclut aucun Tchadien qui se retrouve à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc cette amnistie concerne en premier lieu les rebelles du FACT. D'abord, c'est de l'IFR, mais aussi de l'IFDD.
sans oublier le CCMR et les autres groupes armés qui se retrouvent à l'extérieur. Donc, mais en priorité, c'est les rebelles du FAC. Aujourd'hui, même la libération, on parle des rebelles du FAC, parce qu'aujourd'hui, selon nos informations, beaucoup des officiels, ici même, ils ont pris des contacts avec ces du FAC à l'extérieur, ceux qui sont en Libye. Il y a eu des délégations qui sont parties en Libye, qui ont rencontré aussi plupart des membres des FAC, comme les autres groupes qui se retrouvent en Libye. Nous pensons que le FAC aussi va revenir. Et le chef de FAC, à plusieurs reprises, lui-même, il a répété, il est prêt pour le dialogue, mais ce qu'ils attendent, c'est l'amnistie, qu'on oublie ce qui s'est passé, mais on revient pour la réconciliation nationale, pour l'unité nationale. Et ce qui est ressorti toujours sur le mot de ces valeureux chef d'état-major Abakar Daoud, lui-même, il a dit que la réconciliation, on ne doit exclure personne parmi le groupe armé. Si on exclut un groupe, ça veut dire que les problèmes du Tchad ne sont pas résolus. On ne peut pas discuter du fond du problème. Donc, la porte est ouverte à tout le monde, en particulier aux femmes. Ahmad Haroun Larry, on va rapidement sortir peut-être avec cette dernière question. Vous l'avez dit, cette amnistie était l'une des réclamations des différents groupes rebelles pour participer au dialogue national, pour parfaire la réconciliation du Tchad. Eh bien, étant donné que le gouvernement a donc exécuté à cette demande de ces rebelles-là, est-ce qu'on peut donc désormais dire que la balle est dans le camp des rebelles parce que le gouvernement avait également des revendications en ce qui concerne le désarmement de ces rebelles-là? Est-ce qu'on peut donc dire que la balle est définitivement dans le camp des rebelles? Effectivement, la balle est dans le camp des rebelles parce que les rebelles ont revendiqué l'amnistie et le gouvernement a dit clairement, ils ont amnistié déjà, ça sert à quoi de revenir avec les armes? Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des rebelles. Même si ce comment les rebelles ont demandé aussi des garanties, la France et les autres pays amis, les Qatar et autres, ils ont garanti leur retour. Mais le gouvernement a exigé le désarmement. Donc maintenant, ils ont demandé l'amnistie, on les a amnistiés, donc personne ne va les poursuivre, personne ne va les arrêter et ils ne seront pas inquiétés. Donc s'ils veulent la paix, s'ils veulent revenir aux tables de négociation pour reconstruire les Tchad qu'ils aiment, parce que nous pensons que nos frères qui ont pris les armes, ceux qui sont en exil, eux-mêmes, ils aiment les Tchad comme tous les autres Tchadiens. Aujourd'hui, le président Midi a fait les pas, ce qui reste seulement le camp des rebelles. S'ils veulent réellement participer à un nouveau Tchad, s'ils veulent réellement reconstruire le Tchad, c'est à eux aussi de faire le deuxième pas pour revenir et arriver à la réconciliation nationale, surtout au dialogue. Ce que nous voyons aujourd'hui, le Tchad est en train de passer plus vite parce qu'on a tout mis en place, c'est pour seulement ce dialogue et la mise en place d'une constitution pour aller à l'élection présidentielle. Donc, on a le temps. Si les rebelles acceptent de revenir aux tables de négociation, s'ils acceptent de revenir construire le Tchad et si l'opposition à l'intérieur accepte de ne pas prolonger la transition ou de s'unir pour un Tchad nouveau, nous pensons que le temps est revenu. Le gouvernement a fait le maximum. Ce qu'on n'a même pas crié, c'est aux rebelles et aux autres acteurs de revenir sur la table de négociation et montrer leur bonne foi de revenir aux tables de négociation et pour reconstruire le Tchad. Merci à vous, cher Ahmad Haroun Larry. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena. On sort du Tchad pour prendre la direction de l'Éthiopie à présent, alors que les ressortissants étrangers s'empressent de quitter le pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed, désormais sur le théâtre des opérations, car lui-même les mène, a donc commencé la bataille. Les troupes républicaines fédérales de l'armée fédérale et d'Éthiopie ont donc commencé à freiner l'avancée des rebelles du TPLF qui prenaient la direction de la capitale éthiopienne. Les détails, c'est dans ce reportage que signe Christelle Wanji. L'armée fédérale éthiopienne freine la progression des rebelles du Tigré, alors que la menace du groupe rebelle indépendantiste se faisait de plus en plus pesante la semaine dernière. Les autorités éthiopiennes prennent déjà la mesure du conflit. En annonçant se rendre sur le front, le Premier ministre Abiy Ahmed voulait amorcer une contre-offensive. Et depuis, les forces fédérales, bien aidées par les milices des régions Afar et Amara, ont stabilisé les différents fronts. D'abord à l'est, en région Afar, où l'armée fédérale et les miliciens ont repris 2 villes aux forces tigréennes avec l'utilisation intensive de drones récemment acquis par Addis Abeba, mais qui tardaient à être utilisés. Ensuite, en région Amara, la progression des fortes défenses tigréennes s'est arrêtée sur la montagne de Debrecina, à 180 km d'Addis Abeba. Sans accès aux médias et sans télécommunications, difficile de connaître les positions exactes des insurgés qui mènent tout de même des opérations de contournement à la région.
Reste que l'appel du Premier ministre à rejoindre le front a fonctionné. Plusieurs personnalités politiques, culturelles et sportives éthiopiennes ont tour à tour soutenu publiquement cet effort de guerre qui s'avère bénéfique. Le reportage était bien sûr signé Fabrice Ndoum. On vous retrouve à présent, Gamal Abina, pour commenter cette actualité éthiopienne. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Eh bien, le Premier ministre Abiy Ahmed coordonne désormais les opérations. En ce qui concerne la réponse, et on le voit, les faits sont là. Les rebelles du TPLF ont donc été freinés à 180 km de la capitale. On l'a écouté dans le reportage de Fabrice Ndoum. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que la descente d'Abiy Ahmed sur le terrain, c'était un coup gagnant? Alors, la descente d'Abiy Ahmed sur le terrain n'est pas un coup gagnant militaire, puisqu'il savait très bien qu'il allait remporter la mise. C'est un coup gagnant politique, parce qu'il montre qu'il est redevenu ce fameux militaire qu'il avait été avant d'être Premier ministre. Il montre surtout qu'il n'avait pas l'intention de laisser des rebelles soutenus par l'étranger, je préciserai qu'à l'étranger dans quelques minutes, des rebelles prendre du terrain comme ils l'ont pris, puisqu'ils étaient, semble-t-il, à peu près 200 km de la capitale. Ils viennent de reprendre 2 villes rebelles, et surtout, ils ont mis en action, semble-t-il, aussi des drones qui ont été vendus d'abord par les Chinois et par les Iraniens, et d'autres drones qui visent à être acquis auprès des Turcs, les TB2. Donc, c'est des drones de haute précision, des drones qui apportent un soutien logistique important en termes de, plutôt stratégique, plutôt important en termes de renfort aérien, puisque le drone a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il est très mobile. Le second, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un pilote, on pilote à distance. Et on ne perd pas d'hommes. C'est une économie considérable en matière de capacité aérienne, puisque ça évite de perdre des pilotes quand le drone est abattu. Et puis surtout, le drone, il permet de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est sur un plan stratégique très intéressant. Alors, il faut rappeler quand même des choses importantes, c'est que l'Éthiopie est une grande puissance militaire, quoi qu'on en dise, de régionale. Par exemple, elle dispose de 215 chars T-72 qui ont été vendus par l'Ukraine dans une certaine époque. C'est des chars de très, très grande qualité. Ils sont très bien équipés militairement. C'est quand même un pays qui, il faut rappeler aussi, a 15 000 hommes qui sont distribués un peu partout dans des théâtres d'opération en Afrique pour soutenir les forces de l'ONU. C'est donc un pays qui a l'habitude des actions militaires coordonnées. Il l'a démontré aussi à l'époque avec la Somalie. Et il est à ses frontières des pays qui sont instabilisés ou en guerre. Et donc l'Éthiopie démontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed qu'ils ne se feront pas piéger par cette redistribution des cartes. Depuis que Meles Zenawi est parti du pouvoir, qui était un pro-américain, qui était très, très instrumentalisé par l'Occident, à cette époque-là, tout allait bien, évidemment. L'Éthiopie était bien vue. Et puis, par la suite, évidemment, cette arrivée d'Abiy Ahmed, qui a une politique beaucoup plus indépendante, qui est plutôt orientée vers l'Est, qui reprend finalement la tradition éthiopienne du bloc de l'Est, s'est allié avec la Chine et la Russie, qui d'ailleurs lui apportent les concours à la fois économiques, militaires et coopératifs sur tous les fronts. Donc, effectivement, ça ne plaît pas aux Occidentaux, particulièrement aux Américains, qui soutiennent les rebelles, qui ont, à Washington, c'est pas rien, consacré des groupes rebelles épars pour faire une sorte de grande puissance qui ferait face à l'Éthiopie, qui équipe ces rebelles, qui les alimente militairement en munitions, par le truchement du Soudan. On a aussi entendu parler, soi-disant, d'un accrochage dans le nord du Soudan, et Khartoum aurait dit que 90 de ses soldats auraient été agressés, évidemment, et tués par les Éthiopiens, ce qui est difficile d'imaginer, parce que l'Éthiopie a déjà beaucoup de difficultés à gérer sa propre situation. Mais tout cela laisse penser qu'il pourrait y avoir une crainte d'extension du conflit afin d'en finir avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il reçoit quand même des soutiens importants de la Chine, évidemment, et de la Russie, mais pas seulement. Il a un soutien de l'Iran, il a un soutien de la Turquie, puisque la Turquie l'équipe aussi en drone. Il a des soutiens des Émirats arabes unis qui, semble-t-il, ont fait une sorte de pont terrestre pour alimenter en armement. Bref, les soutiens extérieurs de l'Éthiopie sont très importants et peuvent contrebalancer relativement facilement cette offensive surtout anglo-américaine, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre, avec évidemment ses ennemis malheureusement consacrés aujourd'hui, que sont les deux Soudans et surtout l'Égypte d'El Sisi. Donc il y a sous cette histoire, c'est pas une odeur de pétrole ou de gaz, pour une fois, ça nous change, mais c'est une odeur effectivement d'eau, l'or bleu, le fameux barrage de la Renaissance qui devait être construit pour garantir l'indépendance énergétique de l'Éthiopie, et la principale préoccupation, indépendamment du fait que l'Éthiopie rebat les cartes et propose effectivement une nouvelle alliance avec le bloc de l'Est chino-irano-russe. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement maintenant Abiy Ahmed, quand il va sur le terrain, il n'y va pas avec la peur au ventre, il y va avec la certitude qu'il va remporter la mise, parce que jusqu'à présent, il ne faut pas le perdre de vue non plus, il n'avait pas utilisé beaucoup de moyens militaire pour écraser la rébellion. Là, s'il dit qu'il va l'écraser, je pense qu'il va y parvenir relativement facilement et reprendre toutes les villes qui avaient été conquises par cette rébellion, qui, rappelons-le aussi, est une rébellion parfaitement illégale, mais malheureusement soutenue par ce qu'on appelle la communauté internationale, à savoir
Angleterre, États-Unis et France. Bien, Gamal Abina, vous évoquez à l'instant les cartes dont dispose Abiy Ahmed. Vous avez évoqué également la certitude avec laquelle il semble aller sur le champ de bataille. D'après vous, Gamal Abina, qu'est-ce qui donne autant de certitude au Premier ministre éthiopien? Plusieurs éléments. D'abord, il y a un signe très fort qu'il ne faut jamais perdre de vue. Lorsque vous voyez qu'un chef d'État, quel qu'il soit d'ailleurs, est diabolisé par la partie occidentale, puisque c'est le monde occidental qui tient les médias pour la plupart du temps, les grands médias, je veux dire, il y a d'autres médias alternatifs, mais lorsque le monde occidental pointe du doigt un homme et ses responsabilités et considère que de l'autre côté, il n'y a que des victimes et que des gens qui seraient, par exemple, en instance de subir un génocide, terme ridicule qui ne veut rien dire dans la région, mais bon, utilisons le terme. Mais lorsque vous avez ce genre de choses en face de vous, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement des lignes qui ont bougé et que la contre-offensive, car c'est bien de cela dont il s'agit, va être très forte. La deuxième raison qui fait que je pense qu'effectivement les soutiens sont de plus en plus importants, c'est que effectivement la partie de l'Est, clairement l'Est, je mets tout dans l'Est, alors l'Iran, la Chine, la Russie et même la Turquie qui a des intérêts dans la région, ont tous intérêt à ce que l'Éthiopie reste stable. Ils n'ont pas intérêt à ce que la Corne de l'Afrique se déstabilise encore plus que ce qu'elle est actuellement. Et ce qui démontre effectivement que la partie occidentale a du mal avec ça, c'est que le Premier ministre Abiy Ahmed a été censuré par 2 fois sur Twitter et sur Facebook, qu'on parle quasiment plus d'Éthiopie sur Facebook d'ailleurs, et on comprend parfaitement que ce qu'on appelle les organes de propagande des réseaux sociaux qui sont tenus pour la plupart, pour l'essentiel, par les États-Unis, entament une contre-offensive sur le terrain du web parce qu'ils se rendent compte que la contre-offensive sur le terrain réel, donc sur le terrain des armes, sur le terrain militaire, semble aller, et ça va être à peu près sûr, va en faveur du Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, le sentiment qu'il a, s'il dit qu'il a des cartes entre les mains et qu'il va remporter la victoire, c'est que les soutiens extérieurs sont très importants et ne sont pas marginaux. Je pense qu'il a reçu les garanties de coopération militaire de la Russie, que les Chinois qui ont énormément investi, il faut jamais perdre de vue, énormément investi en Éthiopie, ils ont multiplié par 4 leurs investissements en 4 ans, les Chinois n'ont pas l'intention de voir le fruit de leur travail mis à mal. Et puis surtout parce que cette fameuse route de la soie, l'Éthiopie, indirectement, même si elle n'est pas très au nord, l'Éthiopie fait partie de ce cheminement qui est naturel pour la Chine, afin de garantir effectivement que le commerce chinois soit mondialisé au niveau européen, bien sûr, en passant par la Russie, mais surtout au niveau de l'Afrique. Donc oui, le Premier ministre Abiy Ahmed a compris les risques au départ, mais maintenant il a reçu, j'en suis à peu près certain, vu la façon dont il se comporte, des garanties de la part de ses partenaires. Il suffit pour s'en rendre compte de voir à quelle vitesse il a repris la donne alors qu'on le donnait pour mort il y a encore une semaine. Merci à vous, Gamal Abina, de nous avoir apporté vos éclairages sur cette question éthiopienne. Eh bien, les entreprises françaises au cours de l'histoire ont souvent, très souvent même, été empêtrées dans des scandales. Il y a quelques années, on parlait du scandale Lafarge du côté de la Syrie avec les terroristes de Daesh. Il y a quelques jours, c'était une autre entreprise française qui était indexée du côté de l'Égypte en ce qui concerne la surveillance et la fourniture de matériel militaire à l'armée égyptienne pour attaquer la Libye. Cette fois, c'est une autre entreprise française du côté de la Libye, Nexa Technologies, puisqu'il s'agit d'elle, est indexée et pointée du doigt. Elle est accusée d'avoir vendu du matériel d'espionnage à l'homme fort de l'Est libyen. Les détails, c'est dans ce reportage que signe Christelle Wanji. L'affaire remonte à juin 2021, quand les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre découvrait que l'entreprise française Nexa Technologies avait illégalement vendu du matériel de surveillance de pointe au maréchal Haftar, dirigeant de l'armée nationale libyenne. Nexa Technologies est soupçonné d'avoir vendu aux forces du maréchal un système dit Alpha Max permettant d'intercepter des appels téléphoniques dans une zone géographique déterminée par le biais de sa filiale aux Émirats arabes unis. Or, une telle vente est illégale. La Libye est depuis 2011 sous le coup d'un embargo interdisant d'y exporter des armes et des systèmes de surveillance. Selon certaines informations, les dirigeants de Nexa Technologies ont affirmé aux enquêteurs que la vente a été bien conclue, mais que le matériel n'est jamais parvenu en Libye. Il serait bloqué du côté de Dubaï. Sa version est déjà au cœur de plusieurs procédures pour des ventes d'outils de surveillance téléphonique ou sur Internet à la Libye de Muammar Kadhafi et à l'Égypte du maréchal Al-Sisi. Ces outils ont été directement utilisés
par ces régimes pour réprimer leurs opposants, affirment plusieurs ONG qui ont porté plainte contre l'entreprise. Depuis juin dernier, une procédure pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée vise les dirigeants de Nexa Technologies pour la vente de ces outils à l'Égypte et un ancien dirigeant d'Amnesis est mis en examen pour complicité d'actes de torture pour ses ventes de matériel à la Libye. Le maréchal Haftar, à la tête d'une offensive militaire sur Tripoli en 2019 et 2020, a finalement renoncé à conquérir le pays par la force de son bastion dans l'est de la Libye. Il a annoncé mi-novembre sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain. Soupçonné d'exactions et faisant l'objet des plaintes, y compris en France, le maréchal a bénéficié ces dernières années du soutien discret de Paris. Début 2020, il avait été reçu à l'Élysée lors d'une rencontre qui ne figurait pas sur l'agenda officiel. On va à présent en Algérie où plus de 8 millions d'électeurs ont participé aux élections communales et départementales le samedi 27 novembre 2021. Fait majeur de ces élections communales et départementales, c'est une hausse du taux de participation. Un taux de participation, cette hausse nous a expliqué dans ce reportage que signe Émilie Quiton. Les élections municipales ont eu lieu le 27 novembre 2021 en Algérie. Selon le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ces élections ouvrent la voie à une Algérie plus moderne. Au-delà de la déclaration du chef de l'État, nous notons que la participation au scrutin de cette année a augmenté, contrairement aux années précédentes. Elle a gagné 12 points, atteignant environ 35% du taux de participation. C'est ce qu'a annoncé le président de l'autorité électorale indépendante, Mohamed Charfi. Cette augmentation n'a pas réussi à satisfaire les attentes espérées, car sur 23 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, seulement 8 millions de personnes se sont dirigées dans les urnes samedi dernier. Selon une source, cela se justifie par le fait que les électeurs n'ont toujours pas confiance à l'acte électoral. Les électeurs devraient élire leurs représentants dans 1541 assemblées municipales et 58 assemblées parfaites pour un mandat de 5 ans. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. Rappelons que les élections municipales se sont déroulées sans aucun incident majeur. Chérissant, le Royaume du Maroc qui a donc annoncé la suspension des vols en destination du Maroc pour une durée de 2 semaines. Les autorités marocaines ont décidé le dimanche 28 novembre de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de 2 semaines à compter de ce lundi à 23h59. Cette décision intervient alors que le variant du Covid-19 Omicron se répand à grande vitesse à travers la planète. C'est précisément le motif avancé par le comité interministériel de suivi du coronavirus au Maroc. Il s'agit de préserver les acquis réalisés par le pays dans la lutte contre la pandémie. Concrètement, aucun vol commercial direct en provenance de l'étranger ne pourra atterrir dans les différents aéroports marocains. Cette mesure prendra effet à compter du lundi 29 novembre à minuit et sera effective pendant 15 jours. D'après un communiqué du comité, la situation sera réévaluée régulièrement afin d'ajuster les mesures nécessaires. En d'autres termes, cette suspension pourrait durer au-delà de 15 jours si la situation venait à se dégrader. Depuis quelques jours, de nombreux pays ont interdit leur sol au pays d'Afrique australe où le variant Omicron a été détecté pour la première fois. L'OMS a par ailleurs salué le courage de ces pays pour avoir partagé les informations au monde entier au risque de se retrouver isolés. Mettons le cap à présent sur le Niger où, après le Burkina Faso, le convoi militaire français qui prenait la direction du Mali a été bloqué une fois de plus du côté du Niger par une population qui réclame le départ des forces françaises de l'Afrique de l'Ouest en général et au Niger en particulier. Et ces dernières réclament un peu plus de sécurité. C'est un reportage que signe Fabrice Noum également. L'armée française de plus en plus indésirable en Afrique. Ce samedi, une centaine de véhicules de l'armée française tentant de rallier le Mali en transitant par le Niger et le Burkina Faso, stoppés par une foule en furie à Terra, à l'ouest du Niger.
Un accrochage qui a fait un bilan de 3 morts et près de 18 blessés civils, selon le bilan dressé par le ministre de l'Extérieur du Niger. Après plusieurs heures de sitting, c'est finalement grâce au gaz lacrymogène et autres tirs de sommation que le convoi de l'armée française réussira à disperser la foule afin de renouer avec la situation. Cette nouvelle manifestation qui s'est déroulée ce week-end s'ajoute à la longue liste des protestations contre la présence de l'armée française en Afrique, débutée il y a peu au Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso, où le convoi a été ralenti, puis à Kaya, à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale. Après près d'une décennie de collaboration avec les États africains et un bilan mitigé, les peuples d'Afrique veulent un coup d'arrêt avec l'ex-puissance colonisatrice, taxée ici d'être le principal fournisseur d'armes aux groupes rebelles qui bordent les frontières africaines. Nous sommes donc avec vous, Roland Bayala, pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation également pour cette édition du Journal africain. Eh bien, la jeunesse burkinabé a donc payé le prix le plus fort en bloquant ce convoi de l'armée française tel que cela avait été fait précédemment du côté du Burkina Faso. Oui, allô. Oui, bonsoir à tous et merci à Afrique Média pour cette opportunité que vous nous donnez d'exprimer une fois de plus sur les antennes de la chaîne panafricaine. Bayala, après avoir essuyé un ralentissement du côté du Burkina Faso, on a connu des heurts. Cette fois-ci, c'est du côté du Niger. On a écouté dans le reportage de Fabrice Ndoum, 3 jeunes Nigériens ont donc perdu la vie dans le blocage de ce convoi. Est-ce que ce n'est pas une manifestation du ras-le-bol de la jeunesse africaine en ce qui concerne la présence militaire française au Sahel et que les chefs d'État semblent désormais complices de cette imposture? Effectivement, depuis un certain temps, depuis précisément le 16 de ce mois, et nous avons appris du côté de Burkina Faso qu'il y avait un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire qui devait donc traverser notre territoire pour continuer jusqu'au Niger. Et ça s'est passé juste quelques jours après l'attaque d'Inata. L'attaque d'Inata qui a coûté la vie à de nombreux soldats burkinabés du côté du nord. Et donc, tout de suite, la réaction a été rapide et spontanée du côté de notre coalition, qui est donc la COPABF, la coalition des patriotes africains. On dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que, et dans un climat où la France se dit être l'ami des pays africains, et effectivement, cette France se trouve incapable en réalité de pouvoir venir à la rescousse de ces pays au nord du Sahel, de ces pays sahéliens. Aujourd'hui, donc, la réaction de la COPABF a été très rapide. Donc, très rapidement, nous avons été alertés par nos camarades que ce convoi devait traverser donc, le Burkina Faso à partir de Bobo-Dioulasso. Et donc, au Burkina, nous avons tenu à mettre une barrière et avec pour seule revendication de savoir ce qui se passe, ce qui était à l'intérieur de ce convoi. Voilà. Donc, cette barrière s'est faite dans la nuit du 16 jusqu'au lendemain 17. Et après, ce fut le cas de tour de Ouagadougou aussi d'accueillir à partir du 17 une nuit, donc ce convoi, où une barrière a été faite au niveau du pont de Boulmigou. Après cela, ça a été donc le show final au niveau de Kaya, voilà, qui aussi effectivement a barré la route à ce convoi pendant 3 à 4 jours. Aujourd'hui, pourquoi l'objectif que nous recherchons derrière donc, ce stoppage de ce convoi, c'est un appel que nous avons voulu lancer aux autorités burkinabées et en même temps aux autorités françaises pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, en particulier la population africaine, en a marre, en a ras le bol de ce qui se passe sur son territoire et sans que cette jeunesse ne soit au courant en réalité. Comment comprendre qu'un si long convoi d'à peu près plus de 5 km traverse tout un territoire alors que les armes, alors que la population, à travers l'armée, à chaque moment, déplore le fait qu'elle n'a pas assez d'armes, elle n'a pas assez de munitions, elle n'a pas d'équipement nécessaire pour aller faire face aux terroristes. Et ensuite, cette France qui se dit avoir une coopération militaire avec nos États du Sahel se trouve à l'intérieur de notre territoire et regarde les choses se faire sans pouvoir lever le bout du doigt. Nous trouvons cela quand même bizarre.
Et c'est pour cela que nous avons tenu à barrer ce convoi, à barrer la route à ce convoi pour quand même et montrer à cette armée française que nous ne sommes pas du tout d'accord que notre territoire soit vandalisé de la sorte. Et voilà. Et donc, c'est ce signal. Mais malheureusement, jusqu'après 2 ou 3 jours, les autorités n'ont pas réagi face à cela. Les autorités burkinabées sont restées silencieuses jusqu'à ce que le convoi arrive à Kaya quelques jours après. Ils ont dit que, voilà, effectivement, ils étaient au courant de ce convoi et que, et bizarrement, la France est un ami du Burkina Faso et par conséquent, nous ne devons pas stopper donc ce convoi. Nous avons trouvé cela malsain, cela malpropre du côté de nos autorités. Et l'alerte qui a été donnée par la COPABF, depuis Bobo Dioulasso, s'est répandue un peu partout comme une traînée de poule dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la résultante de ce que nous voyons aujourd'hui et au Niger. Et malheureusement, au niveau du Niger, il y a certaines de nos sources qui nous disent que ce n'est pas 3 victimes. Il y a jusqu'à à peu près 11 à ce jour. Pour cela, à vérifier, bien sûr. Mais de sources aussi officieuses, nous avons appris que ça dépasse 3 personnes qui sont tombées au pouvoir. Et c'est vraiment dommage pour ces chefs d'État qui se disent être au pouvoir pour le peuple, alors qu'en réalité, ils sont au pouvoir pour satisfaire donc, les besoins de la France. Et ce qui est dommage. Et la jeunesse africaine n'entend pas se laisser faire. À travers nos différentes organisations, nous allons tenir mordicus, nous allons tenir face à nos chefs d'État s'il le faut, et face à cette armée française, face à ces impérialistes qui foulent le sol, qui font n'importe quoi dans nos États comme il faut. Je pense que cela doit s'arrêter, cela va s'arrêter et nous en sommes plus que sûrs. Roland Bayala, on va sortir peut-être avec cette dernière question. Vous avez évoqué le contexte dans lequel le convoi est reparti une fois qu'il a été bloqué du côté du Burkina Faso. Il a été bloqué, mais il est quand même reparti du côté du Niger. C'était le même scénario, il a été bloqué et il est quand même reparti. Et à chaque fois qu'il repartait, il laissait derrière lui des morts. Il repartait également avec la complicité des chefs d'État de ces différents pays. Du côté du Burkina Faso, on a dit être ami de la France. Du côté du Niger, le président Mohamed Bazoum a dit, a avoué, a clamé son amour pour l'armée française. Est-ce que de votre côté, vous ne prenez pas le problème par le mauvais bout en vous attaquant tout d'abord à ces convois-là? Il ne faut pas plutôt s'attaquer à ceux qui laissent les convois passer? C'est ce que nous avons commencé à faire. Vous voyez ici au Burkina Faso, nous avons donné toute cette chance au président Kaboré de pouvoir se racheter et de montrer au peuple, au monde entier qu'il est du côté du peuple. Mais malheureusement, à chaque fois que nous avons testé le président Kaboré sur cette question de la France, il a toujours échoué et il a toujours montré aux yeux du monde qu'il est du côté de la France. Et depuis un certain temps, vous avez entendu qu'il y a eu une marche le 27 avant-hier ici au Burkina Faso. Et c'est à travers cela que nous avons décidé de dire aujourd'hui, le président Roch, comme il s'est montré, il a montré qu'il n'est plus du côté du peuple, mais du côté de la France. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il dégage, il faut qu'il débarrasse le plancher, parce que sur cette question terroriste, il a carrément failli, il a carrément échoué, et aujourd'hui, il est mieux qu'il laisse la place à d'autres dirigeants qui se veulent réellement des hommes intègres pour pouvoir gérer notre pays. Et donc, nous sommes dans cette lancée aujourd'hui, nous sommes sortis pour soutenir cette coalition du 27, qui a demandé également et qui a soutenu l'armée, le FDS, mais aussi qui a réclamé le départ du président Kaboré, parce que nous estimons aujourd'hui que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas sa faute. L'armée française, les morts et le terrorisme, c'est la faute du président. C'est lui le capitaine d'ailleurs. Donc, s'il a échoué, nous demandons effectivement qu'il laisse le plancher et nous allons travailler à cela. Voilà. S'il veut qu'il revienne à la raison, dans le cas contraire, il va débarrasser le plancher tout simplement. Et au Burkina Faso, comme information, il faut savoir que depuis hier à aujourd'hui, ce sont des arrestations. Les arrestations qui commencent. D'abord, il y a eu l'Internet qui a été coupé pendant au moins 9 jours. Après l'Internet, la coupure de l'Internet, parce que les gens réclamaient, les gens étaient en train de critiquer beaucoup le régime Kaboré, il a donc mis fin à l'Internet. Après cela, c'est hier nuit à 20h que l'Internet a été rétabli. Ce sont des arrestations qui ont commencé. Nous avons appris que ceux qui ont organisé cette marche du 27 ont commencé à être arrêtés. Même nous-mêmes, apparemment, nous sommes dans le collimateur du régime Kaboré. Mais nous disons aujourd'hui que nous n'avons pas peur des arrestations. Nous n'avons pas peur des arrestations. Ce qui est sûr, il est seul face à un peuple à qui il a prêté serment. Il a décidé, selon la Constitution, de défendre le territoire national. Il a failli à cela. Il a décidé également de défendre la Constitution, de défendre les droits fondamentaux du peuple burkinabé. Il a aussi failli à cela. Donc,
Lorsque quelqu'un a échoué sur toute la ligne, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de débarrasser le plancher, c'est de quitter son pouvoir, de permettre à d'autres personnes de venir gérer le pays et de permettre à ce que la paix revienne au Burkina Faso. C'est ce que nous nous demandons comme ça. Merci à vous, cher Roland Bayala, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes membre de la COPA Burkina Faso. Parlons de toute autre chose à présent du côté du Sénégal. Le sommet Chine-Afrique s'est donc ouvert ce dimanche 28 novembre 2021. La relation sino-africaine est au centre donc des conversations sur le continent à l'occasion de ce forum Chine-Afrique qui a débuté ce dimanche dans la capitale sénégalaise. Un sommet qui doit déboucher sur de nouveaux plans visant à renforcer la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique au cours de la prochaine phase. Après 20 ans de partenariat, l'Afrique et son plus grand partenaire commercial font le bilan de leurs relations, mais aussi vont aborder des points clés des années à venir. Une relation dite gagnant-gagnant, toutefois, la dette des pays africains reste non négligeable, des projets d'infrastructures qui se font atteindre et des échanges quelque peu déséquilibrés alors que la Chine promet une nouvelle ère. L'avenir commun doit encore être précisé dans des domaines spécifiques tels que la sécurité et bien face aux groupes djihadistes qui opèrent depuis des années au Sahel. Les pays ouest-africains veulent faire tous feu de bois malgré la présence des forces françaises Barkhane, des casques bleus des Nations Unies. Le Sénégal a sollicité le soutien de la Chine dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Notre coopération au Sahel, nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel pour que nos forces qui y sont aient beaucoup plus encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre les terroristes et contre l'irrédentisme que nous souhaitons que la Chine nous accompagne, a déclaré Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain. Les échanges directs s'étant élevés à plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar. Pour l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, il est important de valoriser un avenir partagé, notamment en période de pandémie de Covid-19. Ce qui est important pour moi, c'est un avenir commun. Notre avenir dans le monde est si intrinsèquement lié et tissé ensemble que si l'avenir de l'Afrique est incertain, cela a des répercussions sur le reste du monde, a déclaré l'ancien président. L'Afrique devrait être en mesure d'obtenir les vaccins nécessaires aux soins de santé de base et il n'y a aucune raison pour que la Chine ne donne pas un coup de main dans cette perspective, a ajouté l'ancien président de la République. Nous sommes avec notre géopoliticien Luc Michel qui est en direct de Bruxelles pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous Luc Michel, merci d'avoir répondu présent à cette invitation du journal africain. Eh bien, le sommet Chine-Afrique s'est donc ouvert du côté du Sénégal et on a évoqué bien sûr l'aspect sécuritaire en ce qui concerne le terrorisme dans la région du Sahel. Est-ce que, Luc Michel, d'après vous, au sortir de ce sommet, il y a des chances de voir la Chine s'investir un peu plus dans la sécurisation du Sahel? C'est un sujet essentiel. Bonsoir Junior, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, la Chine, c'est le principal partenaire économique de l'Afrique. Elle est d'ailleurs combattue telle qu'elle par Paris et Washington. Le printemps africain d'août 2014, il était essentiellement dirigé non pas contre les régimes africains, mais contre les Chinois. Qu'est-ce qui a changé dans la vision de la Chine? Avant Xi Jinping, la Chine se contentait de faire du business en Afrique. Xi Jinping est arrivé avec un projet géopolitique mondial. C'est la première fois que ça arrive en Chine. Quel est ce projet? C'est ce qu'on appelle les routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie veulent unifier les économies ouest-européennes, eurasiatiques, chinoises et africaines. C'est cela qui est nouveau et capital. Il faut se souvenir qu'entre le 8e et le 10e siècle, donc il y a 1000 ans, il y avait déjà ce qu'on appelait la première globalisation. Il y avait déjà une économie unifiée entre la Chine, les empires musulmans, les royaumes africains qui étaient indépendants à l'époque et l'Europe occidentale. C'est ce que les géographes appellent le concept d'Afro-Eurasie. Mais la Chine aujourd'hui, donc elle n'intervient pas seulement dans le domaine économique,
elle intervient dans le domaine sécuritaire, elle intervient aussi dans le domaine militaire et maritime, avec ses bases de Djibouti, sa base du Sri Lanka dans l'océan Indien, et son projet d'établir une grande base navale de la marine de guerre chinoise au cœur du golfe de Guinée, probablement en Guinée équatoriale, puisque vous savez que le vice-président de Guinée équatoriale, Théodore Mangué Obiang-Nguema, celui qui est le principal cible du dossier des biens mal acquis, c'est surtout l'interlocuteur de Poutine et des généraux chinois et qu'il a tissé des relations militaires étroites entre la Guinée équatoriale et la Chine. Mais le dossier aussi, il révèle la nouvelle place que prend le Sénégal en Afrique. Le Sénégal est en train de révéler que le bloc de l'Est en arrivant en Afrique, pas seulement la Russie dans le domaine militaire, mais la Chine dans le domaine économique et sécuritaire, l'Iran dans le domaine sécuritaire et le domaine du gaz, ils ont apporté de l'oxygène géopolitique. Jusque-là, Macky Sall était arrivé au pouvoir dans une optique pro-occidentale. Il a opéré à partir de 2018 un retournement géopolitique à 180 degrés. Il est lié aux Russes Lukoil dans l'exploitation des nouveaux champs de pétrole du Sénégal. Il est lié à la Chine, comme on le voit, puisque ce n'est pas un hasard si c'est à Dakar qu'a lieu le sommet Chine-Afrique. Il est lié à la Chine dans le domaine économique et sécuritaire. Mais le principal allié du Sénégal, c'est l'Iran. Il est lié à l'Iran dans trois grandes opérations géopolitiques. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, l'unité des États producteurs de gaz avec la Russie, le Venezuela, la Guinée équatoriale, l'Algérie et maintenant le Sénégal. Il est lié au corridor économique Téhéran, Caracas, Dakar pour éviter les sanctions occidentales dans la vente du pétrole iranien et vénézuélien. Enfin, il est lié, bien entendu, à l'Iran dans le soutien à la cause palestinienne. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est le principal État africain qui soutient les Palestiniens, au moment où l'Union africaine soutient, elle, Israël et a trahi la cause anticoloniale palestinienne. Voilà ce qu'il faut retenir de l'affaire. Vous savez que beaucoup de gens qui font la géopolitique du rétroviseur croient encore que le Macky Sall de 2015, c'est le Macky Sall de 2021. On me reproche particulièrement d'être proche de Macky Sall. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis proche des Russes. Vous savez que je suis une des figures principales de ce qu'on appelle la russosphère en Europe et en Afrique. Mais je suis aussi proche des Iraniens. Je suis un collaborateur quotidien comme expert de la télévision d'État iranienne Presse TV et j'anime en Afrique un lobby iranien qu'on appelle l'Iranosphère. Avec les Iraniens, nous soutenons depuis plus de 12 ans étroitement Macky Sall et le Sénégal. Les Africains qui croient encore que c'est l'ancien Macky Sall pro-occidental, ils doivent quand même s'interroger. Vous savez, l'Iran, c'est l'adversaire principal des Américains et des Français, encore plus que les Russes. Que l'Iran soutienne le Sénégal, cela révèle qu'aujourd'hui, le Sénégal est du côté du bloc de l'Est. Voilà à quoi servit l'arrivée des Chinois, l'arrivée des Russes, l'arrivée des Iraniens, a profondément renouvelé la donne géopolitique en Afrique. Eh bien, Luc Michel, quel message Pékin entend envoyer à la communauté internationale? On le sait, l'Afrique a longtemps eu des sommets avec d'autres puissances ailleurs. Par exemple, pour parler du sommet France-Afrique, les présidents africains ont fait le tour de la quasi-totalité des villes françaises. Mais cette fois-ci, la Chine a décidé d'organiser le sommet Chine-Afrique du côté de Dakar. Quel message Pékin espère envoyer à la communauté internationale? Les nouvelles routes de la soie en Afrique, c'est un partenariat gagnant-gagnant. La Chine, qui elle-même a été colonisée entre le 19e et l'arrivée au pouvoir de Mao, on se rappelle que Hong Kong, par exemple, c'est un territoire arraché par les pirates britanniques pour vendre l'opium en Chine. La Chine se souvient qu'elle a été colonisée, elle a donc une sympathie naturelle pour la décolonisation de l'Afrique.
En faisant ce sommet en Afrique, elle montre qu'elle est sérieuse et que c'est un partenariat égalitaire. La Chine montre aussi qu'elle est le principal partenaire économique des Africains, que contrairement aux Français ou aux Américains qui font beaucoup de promesses, beaucoup de paroles, la Chine, elle a fait du concret. Elle amène des capitaux, elle amène des projets économiques, elle amène des routes économiques, elle amène un développement des infrastructures. Voilà ce qu'il faut comprendre. Enfin, la Chine, elle montre aujourd'hui qu'elle est aussi présente dans le domaine militaire et sécuritaire et que l'Afrique n'est plus la chose, le domaine des grandes expéditions militaires occidentales, que les néocolons occidentaux, les impérialistes occidentaux, ils sont combattus par le bloc de l'Est. Voilà le message que la Chine adresse à toute l'Afrique. Merci à vous, Luc Michel, de nous avoir apporté vos précisions sur ce sujet qui concernait le sommet Chine-Afrique. Nous sortirons de cette édition du Journal africain par la Gambie samedi prochain. Les Gambiens sont appelés aux urnes pour voter le futur président de la République cette semaine. C'est donc la dernière ligne droite d'une campagne tumultueuse du côté de la Gambie, un face-à-face qui opposera sans doute le président sortant Adama Barrow et son ancien premier ministre Ousseynou Darboué. Les détails de ce film de la dernière ligne droite de l'élection présidentielle en Gambie, c'est signé Émilie Kiton. En Gambie, c'est la dernière ligne droite avant la présidentielle du 4 décembre prochain. La tension monte progressivement à 6 jours du scrutin. Les caravanes des partis qui ont sillonné le pays d'est en ouest pendant 3 semaines sont de retour dans la capitale cette semaine. En tête de liste, on retrouve le président sortant Adama Barrow et son Parti national du peuple, suivi de l'avocat et ancien premier ministre Ousseynou Darboué. Leader du Parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Depuis le début de la campagne, les 2 candidats sont ceux qui mobilisent le plus au sein de la population. En attestent les images aériennes de foule imposantes diffusées par les médias gambiens lors des meetings. À côté des 2 grands favoris, une candidature fait beaucoup de bruit, c'est celle de Mama Kandé du Congrès démocratique ghanéen. Arrivé 3e en 2016, Kandé a cette fois-ci reçu le soutien de l'ancien président Yaya Jammeh. Depuis la Guinée équatoriale où il s'est exilé en 2017, l'ancien dirigeant s'est même adressé aux militants par téléphone à plusieurs reprises. Autre fait marquant, la semaine dernière, la Cour de justice de Banjul a donné raison à 2 candidats recalés par la commission électorale en novembre dernier. Il pourrait donc y avoir 2 coureurs en plus pour les dernières foulées. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.